BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 sur BFM Business. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, d'énergie, de renouvelables, de minage, de stratégie énergétique avec mes deux invités. Grégory Raymond, cofondateur du média The Big Whale. Bonjour Grégory. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans l'émission. Et Sébastien Gouspillou, mineur, attention, depuis quelques temps, et fondateur de Big Block Mining. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est que Big Block Mining. Vous nous écrivez, évidemment, vous réagissez à nos sujets, notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous posez également toutes les questions que vous avez sur le sujet. BFM Crypto, le club, c'est parti. Grégory Raymond, je me tourne vers vous, cofondateur du média The Big Whale. Peut-on rappeler ce que c'est que la dépense d'énergie que nécessite le minage d'un bitcoin, par exemple? Est-ce qu'on a une idée de ça? Pour la quantifier, disons qu'on peut comparer à certains pays comme la Norvège, mais certes, en tout cas, c'est incontestable, ça dépense énormément d'énergie, mais la question qu'il faut se poser, c'est plutôt d'où vient cette énergie? Est-ce qu'elle est très carbonée? Est-ce que ça vient de centrales à charbon ou est-ce que ça vient d'énergie renouvelable? Et surtout, est-ce que ça aide en fait les producteurs d'énergie renouvelable en fait à équilibrer leur business model? Et c'est ce qu'on verra peut-être avec Sébastien tout à l'heure. On va parler évidemment de ce rapport entre le bitcoin, entre le minage et entre la dépense d'énergie, parce que c'est l'une des grandes critiques qu'il y avait les années précédentes contre le bitcoin, c'est cette dépense incroyable d'énergie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est encore vrai, Grégory? Ah oui, mais ça dépense énormément d'énergie et c'est pas près de baisser. Mais c'est ce qui fait aussi la force du protocole Bitcoin. Ouais, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'était intéressant de créer le protocole comme ça? En fait, parce que ça limite énormément les risques de piratage, les risques qu'on prenne le contrôle en fait sur le réseau. Donc en fait, c'est un mal nécessaire, en fait, si on peut le formuler comme ça. Peut-être que Sébastien ne sera pas d'accord avec la formulation, mais en tout cas, les faits sont là pour le rappeler. Depuis sa création, Bitcoin n'a jamais subi de piratage, et c'est notamment grâce à ça. Donc c'est très important. Donc je pense qu'après, il faut peut-être mettre en place des mesures pour favoriser le minage qui vient donc d'énergie propre. Mais bon, ça c'est aux mineurs de s'organiser. C'est éventuellement aux États de mettre en place des politiques publiques pour favoriser du minage vert. Mais en tout cas, le réseau, il faut qu'il continue en fait à consommer autant d'énergie. Juste, il faut savoir où on prend l'énergie. Sébastien Gouspillou, on rappelle, on va parler de Big Block Mining dans un instant. Vous êtes mineur vous-même. Où se fait le minage aujourd'hui, principalement dans le monde? Dans le monde entier, vous trouvez des mineurs, mais les grands pays du mining aujourd'hui sont les États-Unis qui dominent réellement. La Chine a conservé une bonne partie du mining mondial qu'on estime aux alentours de 15%, peut-être 20%. C'est très difficile d'avoir des sources chinoises. Et la Russie, actuellement, se positionne comme un mineur important avec une nouvelle réglementation qui est supposée mettre les mineurs russes à l'abri. C'est un peu partout dans le monde, c'est très dispatché. Et on a un gros mining qui est en train d'arriver en Afrique depuis quelques années. On y travaille. Quel est le profil du mineur aujourd'hui? J'imagine qu'il a changé depuis plusieurs années. On m'a posé cette question assez pertinente il y a quelques temps. Est-ce que moi, à titre personnel, je peux miner? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible, Sébastien? Miner du bitcoin, non, ça n'a pas d'intérêt. Non, à titre personnel. Non, c'est vraiment maintenant, effectivement, de gros acteurs d'énormes usines. Et donc, ça nécessite une électricité très, très bon marché. C'est pour ça qu'on parle d'énergie aujourd'hui, Grégory. Pour compléter, en fait, c'est possible de miner, mais ça va vous faire perdre de l'argent. Ça va pas être rentable, en fait. Oui, c'est ça. Alors qu'il y a une époque, effectivement, on pouvait gagner de l'argent. Voilà, exactement, parce que la puissance nécessaire pour miner, en fait, était inférieure. Donc, et le prix d'électricité aussi était peut-être moins élevé. Donc, la combinaison de tout ça faisait que ça pouvait être intéressant. Mais c'est à partir de quand qu'en France, ce n'est plus devenu rentable de miner? 2018, très précisément, quand on a commencé, donc juste après l'ouverture de notre usine à Nantes. En fait, le prix d'achat de l'électricité pour les mineurs a beaucoup baissé. Il doit baisser. Et tous les ans, c'est de moins en moins important. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'incitation à un mining vert. Pour nous, le seul mining rentable aujourd'hui, c'est un mining sur surplus, c'est-à-dire sur une électricité qu'on paye vraiment à très vil prix. On ne peut pas miner sur du charbon aujourd'hui, c'est juste impossible, c'est trop cher. La matière première est trop chère. On va voir effectivement ce rapport entre l'énergie verte notamment et le mining. Que fait concrètement Big Block, votre société? Il y a plusieurs entités, Big Block Data Center, mais il y a aussi Big Block Mining. Big Block Mining est le nom commercial pour regrouper un peu toutes nos entreprises. Donc on a Big Block Green Services, qui est une entreprise française. Big Block Data Center est une entreprise française.
mais on a Big Block El Salvador maintenant, qui, comme son nom l'indique, est à San Salvador. Et donc, on a des sociétés locales dans les différents pays où on exploite, notamment en RDC, au Congo, et en RC, dans l'autre Congo. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Bitcoin est un très gros consommateur, mais peut se transformer en partenaire idéal pour soutenir les réseaux d'énergie renouvelable. Alors on parle d'hydroélectricité, de géothermie, d'éolien, de solaire, notamment en cas de surplus de production. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce rapport peut être favorable ? Bon, c'est très simple, hein. Vous avez à peu près tous les barrages qui ouvrent aujourd'hui dans le monde, enfin aujourd'hui depuis des années, hein, se retrouvent en extra capacité. Il est impossible d'ouvrir un gros ouvrage hydroélectrique où il y ait adéquation entre l'offre qu'on va amener sur le terrain et la demande existante. Donc, en général, on construit des barrages beaucoup plus gros que la demande identifiée, Oui. Hein, en prévoyant que les réseaux vont s'étendre, qu'on va pouvoir aller toucher une population éloignée. Et puis aussi, on compte notamment en Afrique sur une croissance démographique qui fait que... Et puis une arrivée de l'électricité dans les foyers. On parle de pays où beaucoup de gens n'ont pas l'électricité encore. Hein. Et en attendant, en fait, ces installations, ces infrastructures ne sont jamais utilisées à leur maximum ? Ah non, quasiment jamais. Ouais. C'est très très rare. On a l'exemple du Salvador justement où le président Bukele a remis le chantier du grand barrage qui était en projet depuis 15 ans chez eux et a fini ce projet l'année dernière. Donc le barrage a été mis en service et il n'y a pas d'extra capacité parce que le réseau est très demandeur, le réseau est très très bien maillé. C'est un tout petit pays assez peuplé en termes de densité. Donc le réseau électrique est déjà là, existe et donc le barrage a pu immédiatement voir sa production absorbée. En contrepartie, Bukele a arrêté d'acheter de l'électricité à l'étranger. Donc là, ça tombait... mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des endroits où c'est particulièrement favorable ? Là, vous parlez du Salvador, effectivement, mais le Texas, par exemple, là, ce serait favorable ? Là, ça, c'est extrêmement favorable. En fait, le Texas a fait pousser énormément de renouvelables intermittents. Là, on ne parle pas d'hydro, mais d'éolien et de solaire. Et donc, on a une puissance installée considérable d'éolien et de solaire. Ça représente aujourd'hui 35% de la puissance installée totale. Mais c'est très difficile à gérer. Donc, vous avez une partie gaz et une partie renouvelable. Et donc, ERCOT, le gestionnaire du réseau, a trouvé cette solution minière qui lui permet aujourd'hui d'avoir une demande beaucoup plus importante, donc de pouvoir dimensionner une offre plus importante et pouvoir répondre au pic juste en coupant les mineurs. Et donc, c'est cette flexibilité du mining qui fait que c'est un client idéal pour l'électricien et que certains électriciens commencent à comprendre ça. Enfin, énormément d'électriciens dans le monde maintenant, hein, parce que chaque mineur a un électricien partenaire. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut quand même une grande adaptabilité du mineur dans son planning. Concrètement, ce qu'on dit, c'est que la surcapacité de ces infrastructures, quand elle n'est pas utilisée à certaines périodes de l'année, par exemple, pourrait servir aux mineurs pour miner du Bitcoin, mais à l'inverse, quand on a besoin de ça pour la population, on ne pourrait pas s'en servir, Grégory Raymond. Tout à fait, hein. C'est ce qu'on appelle les contrats où il y a du délestage dedans. Hein. C'est la condition pour s'arrêter quand la demande est trop importante. Par exemple, quand l'hiver... quand on a besoin de chauffage plus que de la normale pour chauffer les foyers, l'été pour faire tourner la climatisation à fond. Et moi, je connais mal le marché américain là-dessus, mais je sais qu'au Québec, il y a plein de contrats qui ont été faits dans ce sens-là, qui marchent plutôt bien. Et en fait, c'est ça. En fait, tout le monde fonctionne en bonne intelligence. Il y a un producteur d'énergie qui a des surplus. Il y a des gens qui sont là pour le consommer. Et surtout, le minage de Bitcoin, en fait, c'est l'une des, je pense même la seule industrie très énergivore qui peut s'arrêter en quelques secondes en appuyant sur un bouton. Donc en fait, ça permet d'équilibrer le réseau extrêmement simplement. Et ça a beaucoup d'avantages. Est-ce que ça n'agit pas en revanche, et vous allez me dire sûrement que non, mais sur le business model du mineur ? C'est-à-dire que cette temporalité qui est quand même assez particulière, ça veut dire qu'il faut étaler ce business model sur de longs mois pour que cette activité soit rentable. Sébastien. Oui, alors pour nous, il faut qu'on garde un uptime important, donc on travaille une grosse partie de l'année. Dans le cas du Texas, le ERCOT, donc le gestionnaire, a des contrats d'effacement, donc paye le mineur pour qu'il arrête de miner. Mais ça peut être tout à fait valable aussi sans qu'on paye le mineur pour arrêter de miner si c'est des périodes courtes dans l'année. Il faut bien comprendre que même quand il y a des pics, c'est des pics très provisoires en termes d'horaire et en termes de saisonnalité.
Donc on peut tout à fait envisager de couper, tout en ayant un uptime très performant, de couper quelques jours dans l'année en fait. Est-ce qu'on peut envisager que cette pratique qui se fait au Texas, comme vous l'avez expliqué, se fasse en France ? En France, ça serait encore bien meilleur qu'au Texas pour Pourquoi ? l'électricien national. Parce que ça permettrait exactement comme au Texas d'équilibrer le réseau, donc d'avoir une meilleure profitabilité pour EDF et donc de pouvoir maintenir ses prix bas, ses prix de kilowattheure, et puis surtout ça préserverait nos centrales nucléaires. Il faut comprendre que le choix qui a été fait en Europe et en France particulièrement, c'est d'effacer nos centrales nucléaires, notre production nucléaire, quand il y a du vent et quand il y a du soleil. Et donc on se retrouve avec un taux de charge des centrales nucléaires qui est très inférieur à un taux de charge normal. En gros, actuellement, nos centrales travaillent à 65-70%. La meilleure performance depuis 5 ans, c'est 2020, 70% de taux de charge. C'est ridicule. Les centrales nucléaires ne sont pas du tout conçues pour ça. Elles sont conçues pour travailler à fond. Au Texas, par exemple, c'est 92% le taux de charge d'une centrale nucléaire. Et aux États-Unis, au global, c'est entre 90 et 95%. Donc le mining pourrait permettre de continuer à effacer le nucléaire devant le solaire et l'éolien, c'est-à-dire qu'EDF continue à racheter l'intégralité de la production éolienne et solaire, mais tout en continuant à faire travailler ses centrales nucléaires à fond. Ouais. Et donc le mining absorberait cette électricité, cet énorme matelas électrique qu'on a et qu'on ne produit pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des centrales nucléaires qui nous ont coûté une véritable fortune et qu'on fait travailler au ralenti sans les rentabiliser parce qu'on ne tire pas dessus à fond, parce qu'on n'a pas de clients. Comme vous l'aviez, comme Grégory l'a dit, c'est le seul acteur électro-intensif qui est en capacité de couper à la demande. Ça n'existe pas, ça n'existait pas avant le mining. Donc c'est vraiment une nouvelle solution qui s'offre aux électriciens. Enfin nouvelle, ça a une dizaine d'années, mais en France, on n'a pas encore saisi la balle au bon et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, le rapport d'EDF fait apparaître que la corrosion sur les centrales qui nous a vu arrêter une grosse partie de nos centrales il y a 2 ans. Les 2 dernières années, oui. Vient du fait qu'on les sous-exploite, très certainement. Mais attendez, on n'exploite pas à fond, et ça vous l'avez dit tout à l'heure, nos centrales nucléaires, mais notre politique énergétique va reposer sur la construction de nouvelles centrales et de réacteurs plus petits, alors que les existantes pourraient être exploitées davantage. Grégory. Alors on fait le pari que la consommation va augmenter, c'est pour ça qu'on va construire d'autres choses. Mais moi, je voudrais parler de quelque chose qu'en fait, j'ai eu un petit moment eureka en fait en m'intéressant au minage. Il faut comprendre comment fonctionnent les réseaux électriques. En fait, il y a certains moments, quelqu'un qui gère un réseau électrique, il a besoin de savoir exactement quelle sera la demande. En fait, s'il n'y a pas assez de monde pour consommer l'électricité qui se balade sur les lignes, en fait, le réseau crache. Et pareil, s'il y a trop de demandes. En fait, le gestionnaire de réseau, il veut de la stabilité. Et en fait, le mineur peut permettre en fait, d'assurer en fait, cette stabilité en consommant plus ou moins d'électricité pour maintenir une stabilité, éviter que ça crache. Et du coup, les mineurs sont presque une équation, mais une inconnue idéale en fait pour résoudre cette équation. Et tous les spécialistes en réseau électrique le disent. Donc je repose la question, pourquoi on ne le fait pas en France, Sébastien ? Certainement, on a un blocage idéologique qui est dû au Bitcoin, qui est la monnaie des terroristes et de tout ce que vous voulez, mais il y a eu une démarche qu'on avait initiée, nous, dès 2017, avec un partenariat avec EDF. En 2018, j'ai évoqué le sujet avec Bruno Le Maire lors de la Blockchain Week, la toute première, où je l'avais réussi à l'attraper dans les couloirs après son discours, où il expliquait que la France devait faire une blockchain plus verte. Et je lui ai dit non, c'est pas du tout la voie. La France doit utiliser le mining de Bitcoin pour faire travailler sa production électrique. Et il y a eu un appel d'offres qui avait été passé par EDF Hydro à l'époque et qui a été annulé mystérieusement par des membres d'EDF, j'imagine, qui n'aimaient pas l'idée du mining de Bitcoin, parce que Bitcoin. C'est intéressant. EDF, on va en reparler dans quelques minutes, parce que EDF s'est mis à la crypto, effectivement, avec sa filiale Exaion. Ça fait un mois, effectivement, et ça pose question par rapport au mining. En effet, donc ce que vous dites, c'est que c'est politique, il faut convaincre nos institutionnels, parce que le secteur, l'économie, même les banques s'y mettent à la crypto. On prend tout ce qu'il faut prendre au passage, on s'empare du sujet. Mais c'est une question de décision politique, Sébastien ? Oui, je pense que c'est une question de décision politique, EDF étant un acteur 100% national, public. Donc pour moi, oui, je pense que c'est une décision politique. Si monsieur Raymond Luc, le patron d'EDF, nous entend, il faut absolument qu'il me reçoive. On est prêt. C'est-à-dire que il y a plein de gens chez EDF qui sont absolument prêts à cette solution. Je travaille en sous-marin depuis des années et donc on a exactement les sites, les plans, tout est prêt.
On sait exactement le faire. On est en capacité, dans l'année 2025, d'apporter un gain financier énorme à EDF et surtout à faire travailler nos centrales nucléaires comme elles doivent travailler. Et qu'est-ce qui bloque d'après vous, Grégory ? Oui, c'est pareil, c'est idéologique et c'est le fait que EDF ait le monopole en France là-dessus et c'est un acteur étatique. Il faut juste regarder ce qui se passe à l'étranger. Par exemple, Deutsche Telekom, qui aujourd'hui est totalement privé, en fait, aujourd'hui est dans le mining. Certes, c'est pas un énergéticien, mais bon, ils sont beaucoup dans le business des serveurs, ce qui est donc en fait assez proche. Eux, voilà, ils ont pas de pudeur là-dessus. Il y a un pragmatisme et puis ils s'engagent en fait à miner avec de l'énergie verte. Voilà, ça va leur rapporter plein d'argent sur le long terme. C'est forcément un bénéfice. Donc en fait, il faut juste qu'il y ait un déblocage en fait à la tête de l'État, quoi, tout simplement. Comme Sébastien le disait bien, il y a plein d'énergies. Si je peux faire un mauvais jeu de mots chez EDF, qui sont prêtes en fait pour lancer des projets là-dedans. Mais il faut qu'il y ait un feu vert de Bercy. Et bon, si le ministère des Finances dit on va se lancer dans le minage de Bitcoin à travers EDF, il y a un risque politique derrière parce que les gens connaissent mal le fonctionnement. Ils sont encore bloqués sur l'image du Bitcoin qui va faire brûler la planète alors que c'est totalement faux. Ouais, voilà, en fait, il faut un peu de courage politique et du pragmatisme et surtout bien expliquer aux gens. On va expliquer aussi ce qu'on disait tout à l'heure, qu'EDF s'est lancé dans un service de crypto, notamment de conservation de crypto via Exaion, sa filiale. Le géant de l'énergie est détenu à 100% par l'État français, vise les grandes institutions financières, donc les banques a priori, pour faire de la conservation de crypto. Alors ça, bon, d'accord. EDF, énergéticien français, se colle sur le secteur de cette façon-là. À la fois, c'est très intéressant parce que ça montre une adoption grandissante, mais ils font pas de minage. Ouais, c'est un peu contre-intuitif. Hein. Bon, Exaion, ils sont quand même dans la crypto depuis quelques années. Ouais. Ils faisaient tourner des nœuds Ethereum, hein, par exemple, jusqu'à présent. Il y a eu de plein d'autres blockchains qui reposent sur des systèmes de consensus qui sont beaucoup moins énergivores. Hein. Ethereum a fait une transition il y a 3 ans avec The Merge. Exactement. Mais si, pour simplifier, en fait, ils font du minage sur d'autres protocoles peu énergivores. Ils n'ont jamais voulu toucher à Bitcoin pour les raisons qu'on évoquait jusqu'à maintenant. Et en fait, voilà, ils faisaient ça. Maintenant, ils se lancent dans la conservation. Mais il y a quelque chose de très, très frustrant quand même, parce que ça semblerait tellement logique que Exaion fasse quelque chose pour le minage. D'autant que le monde semble assez mûr pour ça. Aux États-Unis, ça bouge de plus en plus à ce sujet-là. On devrait apprendre cette semaine que Bitcoin va être logé dans une réserve nationale aux États-Unis. Donc plutôt que dépenser l'argent du contribuable pour aller sur les marchés acheter des cryptos, est-ce qu'on n'utiliserait pas nos surplus qui de toute façon en fait s'en vont dans la nature qu'on n'utilise pas. Oui, parce qu'on a un problème de stockage de l'énergie, c'est bien ça le problème. Pour miner du Bitcoin, parce qu'effectivement les batteries grande dimension à l'échelle d'un pays, ça n'existe pas. Donc pourquoi on n'utiliserait pas cette batterie numérique en quelque sorte que constitue Bitcoin ? Il y aurait de la place pour plusieurs acteurs comme ça. Imaginons, Exaion se lance, Exaion s'y met, Exaion du coup communique et aide à adopter ce secteur plus largement des cryptos. Est-ce que derrière il y aurait plusieurs entreprises de mining qui pourraient bénéficier de ça et s'installer en France concrètement, Sébastien ? J'en suis pas convaincu. Pour moi, c'est EDF qui doit miner, vraiment. C'est parce qu'on a une carte de taxes tellement spécifique à la France qu'on n'arriverait pas à proposer un mining suffisamment rentable à des mineurs étrangers. Il faut que ce soit EDF qui mine. C'est vraiment un sujet national qui est extrêmement important. Et on est en train d'y arriver. Moi, je suis convaincu que l'année 2025 va être l'année du mining français, enfin, 8 ans après. Mais il y a de bonnes raisons à ça. On commence à sortir de cette espèce de délire intellectuel qui consiste à dire que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et avec ces principes-là, on fait n'importe quoi. Donc on baisse la production de nos centrales nucléaires, quitte à les abîmer. On s'assoit donc sur cette production considérable. C'est des sommes considérables. Si on passait d'un facteur de charge de 70%, comme c'était le cas en 2020, ce qui était la meilleure performance des 5 dernières années, à 92%, comme c'est le cas au Texas, on aurait 120 TWh supplémentaires d'électricité produite. 120 TWh, c'est l'équivalent de tout le mining de Bitcoin dans le monde. On avait cette capacité-là en France de réaliser l'intégralité du mining mondial. Voilà. Et donc, c'est une perte sèche, c'est juste incroyable. Donc, on sort de cette idée que produire de l'énergie, c'est forcément sale. On comprend que le nucléaire est décarboné, qu'on a une chance énorme en France d'avoir cet avantage avec toutes ces centrales nucléaires, qu'on n'a pas toutes fermées. Heureusement qu'on a percuté avant d'arriver dans le dur et d'en fermer une vingtaine.
Donc, on a encore toutes nos chances de devenir un acteur très important dans le mining. Et donc, effectivement, on peut tout à fait envisager que EDF se serve de cette manne pour financer sa recherche sur le nouveau nucléaire ou pour améliorer ses réseaux. Mais sinon, pour se constituer une réserve, la fameuse réserve dont parle Trump, et qu'eux vont constituer en allant acheter des bitcoins sur le marché, nous, on peut se la constituer nous-mêmes au niveau national. Et quand on entend parler de la dette d'EDF en permanence qui est gigantesque, pour moi, ça semble évident. Il faut absolument qu'on lance des projets qui vont dans ce sens. Et après, on apprend aussi en expérimentant. Enfin, on est en 2025, je pense qu'il faut y aller. On est sur des arguments qui quand même devraient convaincre l'explosion des énergies renouvelables, en tout cas leur développement. Effectivement, ça ferait baisser les factures d'électricité. Ce sont politiquement des arguments qui devraient passer. C'est pas risqué, ces arguments-là, Grégory. Non, et en plus, il y a plein de cas intéressants à l'étranger. Par exemple, il me semble que c'est en Norvège, on l'a appris il y a quelques mois. En fait, il y avait un mineur qui était installé dans ce coin-là, et en fait, on l'a fait fermer. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Le prix de l'électricité a explosé pour tous les riverains, parce qu'en fait, ça a tout compliqué l'équilibre qu'il y avait à cet endroit-là. Donc en fait, le minage est bon en fait pour le pouvoir d'achat. Oui, c'est ça, exactement. C'est une question de convaincre les politiques. Votre espoir d'ici quelques années, ou vous pensez que dans la gouvernance d'Emmanuel Macron, ça peut passer, ou alors... Moi, c'est mon objectif pour cette année 2025, qu'on démarre un proof of concept avec EDF. J'y travaille. C'est sûr qu'un coup de pouce du politique pourrait grandement nous aider. On a besoin que le politique s'intéresse à ce sujet qui est devenu vraiment un sujet très connu mondialement. Moi, j'arrive à convaincre des gouvernements en Amérique du Sud ou en Afrique. Là, on vient de finir d'ouvrir notre ferme au Congo, Brazzaville. Donc là, on a une grosse ferme de 14 mégawatts. Donc, on a traité ça avec le ministère de l'Énergie, qui est ouvert, qui m'accueille très facilement. Donc là, Big Block, en ce moment, n'est que à l'étranger. Réellement, Absolument, votre activité, elle n'est que à l'étranger. On a arrêté hallucinant. En France en 2018, on est présent dans 7 pays, dont la Finlande, un pays d'Europe. Ouais. Et on est à Oman, on est donc en Amérique du Sud, en Afrique. Et non, en France, on est bloqué par le politique. Comme je vous le disais, moi j'ai demandé audience à Bruno Le Maire en 2018 de vive voix. Il m'a dit je vous reçois la semaine prochaine. Il ne m'a jamais reçu, malgré mes relances. Faut changer de ministre. On a basculé. Faut aller voir Éric Lombard. Très clairement, est-ce que ce que fait l'Europe, par ailleurs, ces pays qui ont développé le mining, mais même de façon générale leur stratégie sur les cryptos, peut créer une sorte de stratégie européenne et s'étendre à des pays comme les nôtres qui sont encore un peu réticents? C'est compliqué parce que tous les pays n'ont pas le même mix énergétique en Europe. Dans les pays du Nord, il y a énormément d'énergie, de géothermie. On n'en a pas du tout en Italie, par exemple. Il n'y a pas du nucléaire de partout. Donc en fait, le mining peut fonctionner avec qu'un certain type de pays. Donc, d'ici qu'on imagine une harmonisation de pays qui ont des sources très différentes et surtout qui ne s'entendent pas sur le sujet de l'électricité, on l'entend quand même depuis quand même pas mal d'années. Ouais. Pour moi, ça semble compliqué et c'est je pense que c'est des priorités nationales qui doivent être mises en place. Mais Sébastien est plutôt optimiste là-dessus. Moi, je suis quand même assez pessimiste parce qu'à chaque fois qu'on échange avec des gens dans les cabinets ministériels, voire même des interviews avec des ministres, des secrétaires d'État, Bitcoin, c'est toujours extrêmement sulfureux. En fait, je pense qu'il y a une peur de la réaction politique, en fait, la réaction dans les urnes qui pourrait y avoir, parce qu'on a tellement dit on a tellement dépeint un tableau sombre de Bitcoin pendant des années, qu'en fait, c'est plus possible en fait de dire aujourd'hui que ça peut être positif. Et je pense que les politiques ont trop peur, même si en fait il y a tout qui devrait les pousser à expérimenter. Une peur, une mauvaise connaissance des dossiers, et en ce moment les politiques sautent d'un dossier à l'autre et d'un ministère à l'autre, donc on ne peut pas dire qu'il y ait réellement une expertise ministérielle, et puis l'alternance des partis, tout ça, ça ne va pas dans ce sens en fait, Sébastien. C'est tout ça qui fait que... Moi, je pense que l'évidence économique va finir par s'imposer. Voilà. Et en ce moment, je fais la tournée des popotes des politiques. Là, je suis à la semaine prochaine, je rencontre 2 leaders de 2 partis politiques importants. J'ai déjà rencontré quelqu'un le mois dernier d'un petit parti. Donc, c'est en train d'arriver. Ce discours commence à poindre chez les politiques. Ça prend chez les écologistes ? Non.
Non, mais parce que les écologistes ne sont pas des écologistes. Ouais, c'est ça. Des doctrinaires. Ils en restent sur l'idée qu'il faut décroître, donc produire moins d'électricité. Donc si on leur dit non, il faut produire plus d'électricité juste pour améliorer la santé de nos centrales nucléaires, ils ne veulent pas l'entendre. Eux, ils veulent qu'on les ferme, les centrales nucléaires. Donc on n'est pas sur le même sujet. Mais juste pour le public, il faut que les gens comprennent que quand on produit 1 kWh, il faut le transformer quelque part. On ne peut pas produire de l'électricité et la mettre dans le sol. Donc si on produit de l'électricité, il faut la vendre. C'est ce qui justifie les prix négatifs. On a étudié depuis plusieurs années là, que parfois on ne vend pas l'électricité à l'Allemagne, par exemple, on leur donne et on les paye pour qu'ils nous prennent cette électricité. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. L'électricité, une fois qu'elle est produite, il faut la transformer en chaleur, obligatoirement quelque part. Et ça, souvent les gens qui ont une fibre écologiste ne comprennent pas ça. N'ont pas cette connaissance. Voilà, la difficulté d'un réseau, comme le disait Grégory tout à l'heure, c'est de pouvoir équilibrer le réseau, et c'est extrêmement compliqué. C'est une gymnastique très compliquée. Sinon, ça crache, effectivement. Ça ferait complètement cracher un réseau. Je pense qu'il faut aborder le sujet du mining à travers cet exemple-là. Parce que les gens croient qu'il n'y a pas de problème de tension sur les réseaux. Je trouve qu'il faut commencer là. Et souvent, les gens nous disent ces fameux surplus que vous évoquez, on n'a qu'à les vendre à l'étranger. Les gens ne comprennent pas que si on parle de surplus, c'est que c'est invendable. On a déjà essayé de le vendre à l'étranger, mais ils ont les mêmes problématiques que nous, c'est-à-dire qu'ils ont la demande aux mêmes heures et à peu près aux mêmes périodes de l'année. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas à faire nuit en Allemagne quand il fait jour chez nous, ni en Espagne, et l'hiver arrive au même moment partout. Donc on a les mêmes besoins et donc souvent les gens disent mais il faut envoyer ça à l'autre bout du monde, l'électricité, mais ça s'envoie pas par la poste. Sujet passionnant, et il faudra revenir pour en parler, pour nous parler aussi de votre évolution sur ce sujet justement avec l'état de pensante et les politiques de notre pays. Merci à tous les deux. Grégory Raymond, cofondateur du média The Big Whale, Sébastien Gouspillot, fondateur de Big Block Mining. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer cet après-midi. C'est BFM Bourse et je vous retrouve plus tard sur BFM Business. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.